Bonjour Christophe Gomard. Bonsoir. Vous êtes numéro 3 sur la liste de François-Xavier Bellamy, candidat aux élections européennes pour le Parti républicain. Vous êtes aussi ancien directeur du renseignement militaire, ancien commandant des opérations spéciales. Vous avez d'ailleurs publié un livre qui s'appelait « Soldats de l'ombre ». Donc je vais vous appeler mon général. Vous êtes candidat aujourd'hui pour aller représenter les Républicains à Bruxelles. C'est-à-dire qu'au fond, vous apportez quel message ? Alors je pense que j'apporte un message d'autorité, un message d'experts en défense, d'experts en sécurité. Je pense que le profil régalien qui est le mien en ayant servi 36 ans dans les armées françaises est un profil qui peut rassurer l'électeur français. Et mon combat sera effectivement au Parlement européen pour défendre la France et les intérêts français, non plus avec les armes comme j'ai pu le faire en Afghanistan, au Mali ou ailleurs, mais bien de manière démocratique et politique. Oui, vous avez le sentiment aujourd'hui que les intérêts de la France ne sont pas bien défendus ? J'ai le sentiment que la France décline, que l'Europe s'efface également. Et donc, il m'apparaît nécessaire, en effet, d'aller se battre pour retirer un certain nombre de normes qui gênent les Français. Vous savez, c'était le mot de Pompidou, qu'on arrête d'emmerder les Français. Et je pense que ce combat-là, en effet, se mène en Europe. J'ai rencontré sur le terrain pendant cette campagne de nombreux agriculteurs, des viticulteurs, j'ai rencontré des chefs d'entreprise. Tous sont bien gênés, en fait, par un certain nombre de normes européennes. Vous savez, ce qu'on raconte, c'est que les États-Unis inventent, la Chine produit, et l'Europe réglemente, et la France surtranspose. Donc, je pense qu'il est nécessaire, en effet, d'aller se battre pour éviter que l'Europe vienne gêner et redonner de la liberté aux chefs d'entreprise français, aux agriculteurs, aux pêcheurs, à tous ces gens qui travaillent. Et si je rejoins les Républicains, c'est parce que pour moi, c'est le parti des travailleurs, un parti qui met en avant, en exergue, et qui salue le travail. C'est-à-dire que le travail est une véritable valeur. Et au contraire de ce que vous pensez aujourd'hui de ce qu'est la France. Et finalement, vous trouvez que Bruxelles intervient trop ? Alors, je trouve que Bruxelles peut intervenir trop et que la France, parfois, surtranspose. Vous savez, on est devenu quelque part un pays un peu de consommateurs. Il faudrait qu'on redevienne un pays de producteurs. Et pour reproduire, je pense qu'effectivement, il faut redonner la liberté, retirer certaines normes qui gênent. Alors, il y a des normes qui protègent, bien évidemment, mais il y a aussi des normes qui gênent. Quand je vois, par exemple, j'étais visité à Menton, on voyait des policiers qui passaient plus de temps à remplir des dossiers administratifs qu'à essayer d'aller surveiller notre frontière. Quand je vois les chefs d'entreprise, ils passent plus de temps à remplir des cahiers administratifs pour être sûrs de pouvoir produire. J'ai vu des viticulteurs qui passent plus de temps et des coopératives viticoles qui passent plus de temps à remplir des dossiers administratifs plutôt que de faire leur vrai métier. Donc en fait, oui, je pense que l'Europe a pris sans doute trop d'importance, qu'il est nécessaire de ne pas faire plus d'Europe, mais de faire mieux d'Europe. Oui. C'est, au fond, les préoccupations des Français. Alors, d'abord, le pouvoir d'achat, vous y avez partiellement répondu. Au fond, on peut dire que l'Europe pourrait contribuer, face à l'inflation, face aux difficultés économiques, oui, à améliorer la vie quotidienne. Alors, les gens critiquent beaucoup l'Europe, en France en particulier. L'Europe, on lui doit quand même la paix. On vit en paix en Europe depuis 80 ans, alors qu'on a vécu en guerre pendant des siècles et tous les 30 ans, on avait une guerre. Aujourd'hui, grâce à l'Europe, on est en paix. Alors bien sûr, il y a des dissensions entre les pays de l'Union européenne, mais cette Europe permet également d'avoir la prospérité. On voit bien, si notre continent attire autant de gens, autant de migrants, c'est bien que ce continent est prospère. Donc il faut en effet que les gens aiment l'Europe, cette Europe qui leur apporte plein de points positifs. Aujourd'hui, on a l'euro qui, de mon point de vue, est un point très positif, puisqu'il permet en effet à la France de rester dans les pays dans la compétition mondiale. Mais on voit bien que cette économie un peu décline. Et il faut réindustrialiser la France, redonner de la liberté d'action à tous nos chefs d'entreprise, à nos agriculteurs. Nos agriculteurs doivent pouvoir vivre du fruit de leur travail, nos viticulteurs aussi, nos pêcheurs aussi. Oui. Or, aujourd'hui, ils n'en vivent pas vraiment, d'où la colère des agriculteurs, et on voit bien que ça recommence à l'heure actuelle. En fait, les problèmes ne sont absolument pas réglés. Donc, il est nécessaire, en effet, de regarder au niveau européen. Parce que le vote du 9 juin, finalement, c'est un vote à un seul tour, et c'est le poids de la France en Europe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a deux partis principaux ou majoritaires en Europe. Il y a le parti des sociaux-démocrates à gauche et le parti populaire européen à droite. Et il faut donner du poids à ce parti parce que c'est là qu'il y aura la majorité de députés. Et plus il y a de députés français au sein de ce parti populaire, plus la France a du poids. Oui. Il y a une deuxième préoccupation des Français selon les sondages, c'est l'immigration. Vous êtes favorable à une politique beaucoup plus restrictive sur ce plan-là ? Alors oui, je suis favorable à... Les gens traversent la Méditerranée, pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de frontières en réalité. Il faut recréer des frontières, il faut renforcer le budget de Frontex, mais également, je pense que l'Union européenne peut mettre la pression sur l'Union africaine. On donne de l'argent, l'Europe donne de l'argent à l'Afrique. On peut mettre la pression aux pays africains pour qu'ils tentent de
garder leur population chez eux. On peut mettre la pression également aux pays comme la Tunisie, qui ne veut pas voir revenir vers le port de Sfax en particulier un certain nombre de migrants, alors que dans le cas de naufragés en mer, on est censé les ramener dans le port le plus proche, le port sûr le plus proche. Et l'un des ports, c'est en effet le port de Sfax. Donc il y a sans aucun doute même, une vraie pression à mettre sur l'Union africaine de la part de l'Union européenne. Il y a également à renforcer Frontex. Frontex qui n'est pas là pour accueillir les migrants, mais qui est là pour bloquer et protéger nos frontières, qu'elles soient terrestres ou maritimes. Oui, alors sur le plan international, je disais, vous avez été sur de nombreux terrains. Lorsque là, il y a la guerre à Gaza, quelle est la réponse? Est-ce que l'Europe a la bonne réponse aujourd'hui? Alors, l'Europe, je rappelle que Gaza, quand même, les gens oublient le 7 octobre 2023. Le 7 octobre 2023, quand même, c'est un groupe terroriste qui s'appelle le Hamas, qui est allé massacrer, violer, enlever, tuer de sang-froid plus de 1000 Israéliens. Et donc, que l'Union européenne soit présente, en effet, pour avoir une vraie diplomatie, mais qui est totalement absente. Ça n'est pas de la responsabilité de l'Union européenne, même s'il y a des ambassadeurs de l'Union européenne. Mais de fait, l'Europe aujourd'hui, quelle est la vision de l'Europe? Quelle est la stratégie de l'Europe? Quel est l'objectif de l'Europe? L'objectif, certains voudraient l'agrandissement, certains voudraient un fédéralisme. Chez les Républicains, nous sommes contre ce fédéralisme, nous sommes contre cet agrandissement de l'Union européenne. Déjà 27, ça n'est pas si facile tous les jours, et ce n'est pas en augmentant le nombre de pays au sein de cette Union européenne que ça sera plus facile demain. Oui, la Russie est une menace aujourd'hui? Ah, la Russie, pas seulement la Russie. La Russie, le 24 février 2022, a attaqué l'Ukraine. Ça, c'était l'objectif tactique de Vladimir Poutine. Mais l'objectif stratégique de Vladimir Poutine, c'était de déstabiliser le monde et surtout de désoccidentaliser le monde. Et pour ça, il a des alliés qui sont la Chine, qui sont l'Iran et qui sont la Turquie. Quand on regarde ce qui se passe en Azerbaïdjan, en Arménie, quand on voit que même l'Azerbaïdjan a cherché à déstabiliser la Nouvelle-Calédonie, quand on voit que la Turquie a des mercenaires aujourd'hui au Niger, quand on voit que la Chine met la pression autour de Taïwan, quand on voit que l'Iran, à travers ses proxys que sont les Houthis en mer Rouge et qui tirent sur les bateaux de commerce, quand on voit le Hezbollah qui attaque Israël au nord du pays, quand on voit le Hamas dans de sinistres connaissances, on voit bien derrière que ces 4 pays qui ont des réminiscences d'empire, voudraient désoccidentaliser notre monde. Après 80 ans après la Seconde Guerre mondiale, 1945, dont nous fêtons dans quelques jours le 6 juin, le débarquement du 6 juin 1944, le D-Day, on voit bien que 80 ans après, certains ne veulent plus de cette domination occidentale, cette domination américaine, et sont prêts à tout pour cela, pour déstabiliser le monde. Et finalement, c'était l'objectif d'un Vladimir Poutine le 24 février 2022, parce que quand vous regardez le 24 février 2022, après, qu'est-ce qui s'en est ensuivi? Un tas de coups d'État en Afrique, il s'en est ensuivi une guerre pratiquement entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, il s'en est ensuivi l'attaque du Hamas du 7 octobre, il s'en est ensuivi cette pression mise par la Chine autour de Taïwan. Donc on voit bien derrière que c'est plus que la seule attaque malheureuse de l'invasion russe en Ukraine. Et bien sûr, il faut que l'Union européenne soutienne en effet l'Ukraine. Oui, et une Europe plus forte au fond. C'est ça. C'est mon point de vue. Oui. Et une Europe plus forte comment? Parce qu'aujourd'hui... elle n'est pas respectée. L'Europe est mal aimée. Vous savez, oui. le président Roosevelt disait qu'on était entendu quand on avait un gros bâton derrière le dos. Gros bâton derrière le dos, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une défense puissante. Ce qui n'est pas le cas aux pays d'Europe. L'Europe a vécu sous le parapluie américain pendant des années, a été totalement addicte à la défense américaine, à part la France, qui a conservé une armée, certes, pas suffisamment nombreuse et pas suffisamment de masse en termes de matériel, de munitions, de chars et d'avions et de bateaux, mais une armée qui est opérationnelle, capable d'intervenir partout dans le monde. Mais cette défense européenne doit être renforcée par 2 aspects. Un, par les budgets de chacun des États-nations. Il faut augmenter les budgets de l'armement. Oui, c'est-à-dire que de mon point de vue, il faut que chaque pays mette au moins 3%, non pas 2%, mais 3% de leur PIB. Il faut également avoir une vraie industrie de défense au niveau Europe et donner la préférence à l'achat de matériel militaire européen et non pas américain. Aujourd'hui, les pays européens achètent à 80% du matériel militaire en dehors de l'Europe. 68% aux États-Unis et 12% en Corée du Sud un peu et je crois 2% en Israël. Donc il est nécessaire en effet que ces pays européens achètent d'abord européens et non pas à acheter ailleurs, de façon effectivement à renforcer nos industries de défense, à renforcer l'emploi évidemment et surtout à permettre à une vraie défense de l'Europe de monter en puissance. Oui, derrière, il y a des résultats attendus et des sondages qui disent que Jordan Bardella, le candidat du Rassemblement national, ferait plus de 30% des voix. Au fond, vous dites, c'est le constat de quoi, quand on est comme vous républicain, de voir qu'aujourd'hui, c'est le premier parti de France? Alors,
de mon point de vue, c'est le réceptacle d'une colère, une colère qui est justifiée face à un Emmanuel Macron et un gouvernement qui, en fait, ont créé quand même 1 000 milliards de dettes supplémentaires en 7 ans, dont on voit le déclin économique dans lequel est engagée la France, dans lequel on voit bien que la France a reculé partout dans le monde et en particulier en Afrique. Donc c'est un peu le réceptacle de cette colère. Mais à mon avis, les gens se trompent en votant Jordan Bardella le dimanche prochain, pour une bonne raison, c'est que le Rassemblement national a déjà gagné les élections en 2014 et en 2019. Qu'est-ce que ça a changé dans la vie des Français? Rien. Vous savez quel est le surnom de M. Bardella à l'Union européenne? C'est M. Bardépala, parce qu'il n'y est jamais à l'Union européenne. Donc en fait, voter pour le Rassemblement national demain, c'est un vote dans le vide. C'est un vote qui ne servira à rien. Alors on me dit, oui, mais ça sera pour montrer à Emmanuel Macron qu'on n'est pas d'accord avec lui. Ben, en votant, j'allais dire, les Républicains, c'est aussi montrer qu'on n'est pas d'accord avec Emmanuel Macron. Et je ne suis pas d'accord avec la politique menée par un Emmanuel Macron. Oui, parce que de l'autre côté, Emmanuel Macron veut toujours installer ce face-à-face entre lui, sa candidate, là en l'occurrence, et le Rassemblement national, Marine Le Pen demain. Mais on voit bien la technique d'Emmanuel Macron avec les interventions de son Premier ministre sur le plateau de Valérie Ayé, avec l'intervention, le débat entre M. Bardella et M. Attal. On voit bien à travers les commémorations du 6 juin 1944 et du débarquement, j'allais dire que toutes les chaînes publiques vont se tourner vers le discours d'Emmanuel Macron. Donc il y a une espèce de préemption du service public, de la télévision, de tous les médias, par le seul président de la République, juste avant les élections européennes. C'est un peu un déni de démocratie, c'est un peu une espèce de coup d'État médiatique, j'allais dire, qui, de mon point de vue de démocrate, n'est pas normal. Oui, en même temps, vous êtes sensible à ces commémorations, au fond. Vous vous dites, là, célébrer le débarquement. Quand on est républicain, on va voir ces vétérans qui sont là. Ça a aujourd'hui du sens dans la France de 2024 et dans l'Europe de 2024. Alors vous savez que ce que disait le général de Gaulle en 1964, soit 20 ans après le débarquement, il refusait d'aller à ces commémorations parce qu'il estimait que les anglo-saxons, comme il les appelait, s'étaient servis de la France comme d'un paillasson. Il faut se souvenir qu'à l'époque, en effet, les Américains voulaient mettre en place en France un gouvernement, un AMGOT, un American Government. Ils avaient frappé une espèce de monnaie qui ressemblait un peu au dollar d'ailleurs, sur lequel était marqué France, n'était pas marqué du tout République française, et ils voulaient mettre en place un gouvernement à eux. Donc effectivement, aujourd'hui, nous sommes 80 ou 60 ans après ces déclarations du général de Gaulle. Je pense que quand vous allez sur le cimetière de Colleville, par exemple en Normandie, vous voyez les milliers de tombes de soldats américains qui sont couchés là, et vous voyez de tous âges, de 18 voire 17 ans pour certains, des gens absolument très très jeunes. Vous vous dites quand même, grâce à ces gens-là, la France a vécu libre. Vous savez, c'est la chanson de Sardou. Si les Ricains n'étaient pas là, je pense qu'en effet, nous avons eu la chance d'avoir les Américains. Maintenant, il ne faut pas se leurrer non plus. Ces vétérans qui reviennent et qui ont combattu sur le sol français pour la libération face au nazisme, on ne peut que les remercier et on ne peut que se féliciter de cette fin de guerre qui a amené la paix en Europe, qui a amené cette prospérité en Europe. Souvenons-nous quand même de ce qu'était la France en 1945. Elle était exsangue et grâce effectivement au plan Marshall à l'époque, entre autres, la France s'est reconstruite et la France a redémarré et a une économie resplendissante dans ce qu'on appelle les 30 glorieuses. Oui. Depuis, avec les premiers chocs pétroliers, en effet, ça s'est un peu durci. Mais on voit bien la capacité française à se régénérer, à rebondir. Et c'est ce que j'espère que le 9 juin prochain, on puisse aller voter effectivement pour les Républicains, qui sera le parti du renouveau au sein de l'Union européenne. Oui, et vous êtes général, vous avez été commandant des opérations spéciales, vous avez dirigé le renseignement militaire. Emmanuel Macron a dit que peut-être on pourrait envoyer des troupes pour défendre l'Ukraine, voire même attaquer avec des armes françaises sur le sol russe. Il y a un risque de guerre généralisée. Alors, une fois encore, on voit bien derrière ces déclarations d'Emmanuel Macron qui cherche à tirer nos regards ailleurs, comme s'il cherchait à nous dire, à cacher effectivement la décroissance, à la dette, la notation de la France qui baisse suite à ce que nous a dit Standard & Poor's. Donc on voit bien derrière ça qui cherche à amener nos regards ailleurs, c'est le tel prestidigitateur qui nous dit regardez par là, là est le vrai risque, et pendant ce temps-là on ne voit pas le reste. Je crois qu'il ne faut pas se leurrer sur ces déclarations d'Emmanuel Macron. Alors après, quel est l'intérêt d'envoyer des instructeurs en Ukraine, sachant que les instructeurs peuvent faire le même travail en Roumanie, en Pologne, tel qu'ils font aujourd'hui? Pour moi, c'est une escalade supplémentaire avec un vrai risque derrière, en effet. Parce que fera-t-on le jour où des soldats français ont été tués en Ukraine sous un bombardement russe? Qu'en sera-t-il? Quelle sera la réaction des Français? Que sera la réaction du président de la République, chef des armées? Je pose la question. Mais il y a un risque militaire d'escalade, voire même nucléaire avec Vladimir Poutine aujourd'hui? Je ne crois pas du tout à une escalade nucléaire. D'abord parce que chacun est bien conscient des risques d'une guerre nucléaire. Je pense que les Chinois
ont retenu depuis le début le bras nucléaire d'un Vladimir Poutine, si jamais il en avait eu l'intention. Vladimir Poutine sait très bien que s'il utilisait l'armement nucléaire, il reprendrait de l'armement nucléaire derrière. Et les Américains eux-mêmes, je crois, avaient menacé Vladimir Poutine si, en cas d'utilisation de cette arme nucléaire, il détruirait toute la flotte de la mer Noire, il détruirait je ne sais plus quoi. Enfin, ils avaient annoncé un certain nombre de destructions directes, et ils sont en mesure de le faire. Donc, là, bien sûr, Vladimir Poutine repart du nucléaire systématiquement pour nous faire peur. Je ne crois pas du tout à ça. En revanche, l'objectif d'un Vladimir Poutine, c'est de continuer à progresser pour finir de prendre les oblasts qu'il a annexés de fait, mais en tous les cas, territorialement parlant, il ne les a pas complètement acquis. Et les Ukrainiens, on doit reconnaître, se défendent très bien. Mais finalement, ce que réclame un Volodymyr Zelensky, c'est plus de munitions, moins de paroles, plus de munitions. Or, j'ai un peu l'assentiment que depuis le moment, c'est beaucoup de paroles et moins de munitions. Et puis, derrière ça, cette déclaration d'Emmanuel Macron, nous ne sommes que le 12e pays donateur. Nous sommes loin des premiers qui donnent beaucoup plus. Alors bien sûr, vous allez me dire, il y a une dette telle que c'est difficile pour nous de donner. Mais donc, ce sont des mots, il y a beaucoup de mots, beaucoup de déclarations. Dans les faits, il y a moins de choses. Merci beaucoup, Général Christophe Gomard, donc soutien numéro 3 sur la liste de François-Xavier Bellamy pour le Parti républicain aux élections européennes. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Je vous en prie, merci beaucoup.